Lundi 19 août 2019, fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, partout où vous nous suivez au Mali et dans le reste du monde, bienvenue dans l'actualité nationale et internationale de cette édition. Suite à la diffusion de l'émission Bonjour Bamako sur les antennes de l'ORTM, dans laquelle un humoriste tient des propos non respectueux vis-à-vis de la religion musulmane, le Haut Conseil islamique du Mali a fait une déclaration ce dimanche 18 août 2019 à son siège à Hamdallah ACI 2000. Écoutons le secrétaire général de la Fêtière islamique du Mali. Il est au micro de Mariétou Diallo, Ibrahim Koulibaly. Le Haut Conseil islamique du Mali a relevé, dans l'émission diffusée le dimanche 11 août 2019 par l'ORTM et dénommée Bonjour Bamako, des propos non respectueux de la religion en général et de l'islam en particulier. Propos tenus par un humoriste. Le Haut Conseil islamique du Mali a eu des échanges avec les plus hautes autorités du ministère en charge de la communication et de l'ORTM pour dire, premièrement, que nos valeurs sociétales et religieuses ne doivent pas faire l'objet d'humour. Deuxièmement, qu'à nos enfants, nous devons apprendre le respect de nos valeurs qui constituent nos repères. Troisièmement, que l'ORTM, en tant que média de service public, a obligation de veiller sur le contenu des émissions qu'il diffuse sur ses antennes. Le Haut Conseil islamique du Mali se réjouit des conclusions auxquelles ces échanges ont abouti. Fait à Bamako le 18 août 2019, signé le président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Aïdara. Je vous remercie. Nous restons toujours avec les leaders religieux de notre pays pour parler cette fois-ci d'infrastructure. Le nouveau siège du Haut Conseil islamique du Mali sera bientôt opérationnel. Il est situé à Hamdallah ACI 2000 et une forte délégation de la Fêtière islamique du Mali, dirigée par son président Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara, s'y est rendue pour constater les travaux de rénovation. La visite était suivie par Mariétou Diallo et Ibrahim Koulibaly. Nous avons visité ce local qui est le nouveau siège du Haut Conseil islamique du Mali. Nous quittons l'ancien siège qui est un peu exigu et le gouvernement nous a trouvé ce siège en attendant la construction de notre siège à l'ACI 2000. Donc les travaux sont en cours et ils sont presque finis et nous envisageons dans la semaine prochaine faire le déménagement. Eh bien, nous avons demandé à changer de siège et on nous a trouvé celui-là. Nous sommes très contents parce que d'abord il est plus grand par rapport au premier, donc nous disposons de beaucoup plus de bureaux et nous avons une grande salle de réunion. La salle de réunion de l'actuel siège est très petite. Aujourd'hui, quand même, nous pensons que nous pourrons trouver des conditions de travail beaucoup plus agréables. Le dernier mot, c'est de dire merci au gouvernement pour ce siège-là. L'actualité nationale sur un autre plan, lancement ce samedi 17 août 2019 du mouvement des Gilets Verts au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. La cérémonie qui était présidée par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Ousseini Amianguindo, a enregistré également la présence de plusieurs associations et organisations de la société civile. Amadou Diallo, Ibrahim Koulibaly. Plusieurs centaines de personnes ont convergé vers le palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako pour prendre part au lancement officiel des Gilets Verts. Ce mouvement regroupe en son sein des organisations religieuses, de la société civile, des chasseurs, des associations de femmes et de jeunes. L'initiative du mouvement Gilets Verts vise un changement de comportement et de mentalité des populations maliennes sur les questions environnementales. Il y a pas mal d'associations qui sont venues chercher du partenariat au sein du ministère de l'Environnement. Le ministre a pu comprendre en réalité, au lieu qu'on se parte en rang dispersé, il était temps qu'on va mettre en place un regroupement, une organisation fêtière, des regroupements, des associations et des fédérations. C'est ça qui a amené la création de Gilets Verts. Cette jeune fêtière qui vient de voir le jour entend relever tous les défis liés aux questions environnementales au Mali et s'engage à réussir les missions qui lui sont assignées par les plus hautes autorités du pays. Nous sommes prêts, nous sommes les jeunes de ce pays. Qui dit l'environnement
l'assainissement, ça nous concerne nous les jeunes. L'objectif des Gilets verts, nous sommes tous des jeunes, on va se donner la main. On va dans les maisons, dans les quartiers, dans les différentes communes et l'ensemble du territoire malien d'essayer de sensibiliser, conscientiser la population. Qu'est-ce que ça veut dire l'hygiène? Qu'est-ce que ça veut dire l'assainissement et surtout la propreté? La protection de l'environnement étant le rôle de tout bon citoyen, les associations et sociétés œuvrant dans le domaine de l'environnement ainsi que les représentants des différentes confessions religieuses de notre pays accompagnent cette initiative. C'est la première fois qu'un ministre chargé de cette question implique tout le monde, que ce soit les leaders religieux et les leaders coutumiers. On a vu les chasseurs ici, on a vu les griots, on a vu les autres forces vives de la nation, pour qu'ensemble on puisse se donner la main pour lutter contre tout ce qu'on voit aujourd'hui, assainir ensemble les Bamako et protéger notre environnement. Quel est notre rôle là-dedans en tant que leader religieux et en tant que chef coutumier? Donc cette initiative des Gilets verts, initiée par les ministres, on a salué, on a remercié, on a félicité les ministres. Dans son discours de lancement, le ministre Amion Guindo, tout en rappelant les objectifs du mouvement Gilets verts, annonce également la tenue prochaine d'une vaste campagne de sensibilisation et de communication dans le but de relever les défis liés à la protection de l'environnement. Notre objectif est de mettre sur pied une vraie politique nationale de promotion de la citoyenneté en conformité avec l'article 15 de la Constitution qui rappelle à chacun son devoir envers l'environnement en ces termes. Je cite: « Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'État. » Pour joindre l'utile à l'agréable, au-delà de la satisfaction morale pour service rendu à l'environnement qu'un gilet vert peut ressentir, mon département se propose, avec l'appui des partenaires, d'organiser un concours de propreté entre les différents quartiers, communes et les villes du Mali. Des sketchs, des messages de sensibilisation sur la protection de l'environnement et plusieurs autres interventions ont été un autre temps fort de la cérémonie. De l'environnement à l'hydraulique, cette fois-ci dans la 3e région administrative du Mali, où l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique, de l'électrification rurale, la MADER, a organisé une série de visites de terrain du 14 au 17 août 2019. La délégation, qui était conduite par son PDG, a visité successivement les chantiers de Yoro-Bougoula, Fourou et Loulouni pour constater de visu les travaux d'avancement des différentes centrales hybrides. La première centrale visitée est celle de Yoro-Bougoula, commune rurale de Gouanan, dont le coût s'élève à 292 millions de francs CFA. Nos envoyés spéciaux Sadio Sidibé et Fousseni Keita. S'inscrivant en droite ligne de ces activités d'électrification rurale des 46 localités du Mali, le village de Yoro-Bougoula, dans la commune rurale de Gouanan, vient de bénéficier d'une centrale hybride grâce à l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique de l'électrification rurale avec l'appui financier et technique de la Banque mondiale. Ce joyau est doté entre autres d'une salle de batterie, d'une salle de contrôle et 235 panneaux solaires. L'ancienne centrale qui était là, aujourd'hui est à l'arrêt. C'est-à-dire qu'il y a eu des difficultés liées à cette centrale. Maintenant, nous avons jugé nécessaire de réaliser cette centrale hybride pour que la population puisse avoir un temps de service important. Auparavant, la population avait 5 heures par jour. Maintenant, avec cette réalisation, la population va bénéficier d'environ 18 heures par jour. La centrale, on a le champ solaire, la partie champ solaire qui est là, qui a une capacité de 75 kW. On a deux groupes électrogènes de 65 kVA chacun. On a des batteries qui sont là, d'une capacité de 370 kWh, la capacité de stockage des batteries. Vous avez vu le forage, il y a les châteaux. Donc il y a une pompe qui a un débit de 5 mètres cubes par heure.
avec une capacité de stockage d'eau de 15 mètres cubes. Les batteries, quant aux batteries, ce qui est important, c'est la capacité. La capacité des batteries, ça fait 370 kWh. Le champ solaire, la capacité, ça fait 75 kWh. Le maire de la commune rurale de Goana, très enthousiaste, a salué la vision de la MADER qui permettra à coup sûr de vulgariser le développement économique de sa commune. Il a par ailleurs exprimé les besoins de la population pour simplifier le coût de l'électricité. Aujourd'hui, dans notre monde-là, sans électricité, on ne vit pas. Le téléphone, c'est l'électricité. La télévision, c'est l'électricité. Les études en classe, c'est l'électricité. À la santé, c'est l'électricité. Les boulangeries, c'est l'électricité. Partout, il faut de l'électricité. Si, Dieu merci, ma commune, le Goana, à travers le village du Yorobougula, est l'un des premiers bénéficiaires de ce gigantesque travail que vous voyez au fond. Alors, je suis tout simplement un maire comblé, comme tous les maires qui en bénéficient aujourd'hui. Je remercie infiniment la MADER et tous ceux qui les ont accompagnés, à commencer par le haut sommet du Mali jusqu'en bas. Je remercie tout le monde pour avoir mis ma commune dans ce premier lot. Le coût de réalisation de la centrale hybride de Yorobougula s'élève à 292 millions de nos francs. Le PDG de la MADER estime que les travaux évoluent à hauteur de souhait jusqu'à 90%. Il dira que ce projet permettra de réduire considérablement le coût de l'électricité des populations bénéficiaires. Yorobougula a bénéficié d'un de nos projets qu'on appelle le projet système hybride d'électrification rurale. Donc, Yorobougula, c'est une localité que nous avons électrifiée il y a un peu plus de 8 ans maintenant à partir du diesel pur. Donc, il y a eu des difficultés avec la production de diesel et on a imaginé, on a envisagé plutôt de transformer cette production purement diesel en production hybride qui veut dire à la fois le solaire et le diesel avec l'appui du partenaire technique financier de l'État et la Banque mondiale. Donc la visite d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de nos visites de chantier pour voir ce chantier-là est à quel niveau d'avancement par rapport au temps qui s'est déjà écoulé depuis son démarrage. Le tarif qui est avec le gasoil entre 240 à 250 francs le kilowattheure va connaître une réduction substantielle pour permettre vraiment à la population de bénéficier de l'électricité. La centrale hybride, le coût est d'environ 292 millions de francs CFA. Cette visite s'est achevée sous une forte pluie dans le village de Yorobougula avant de prendre la direction de Fourou. Les tours d'horizon de l'actualité internationale à présent, en bref et en image, une compilation d'Amadou Diallo. Nous allons construire un grand parti, a lancé samedi Charles Blé Goudé, l'ancien chef des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, récemment acquitté de crimes contre l'humanité par la CPI à l'ouverture à Abidjan du premier congrès du COJEP, son mouvement devenu un parti. Le congrès qui doit s'achever dimanche pourrait désigner Charles Blé Goudé comme président du COJEP et lui donner mandat de participer au futur scrutin, y compris la présidentielle. Un accord de défense a été signé entre les deux pays en août 2018. 14 livraisons supplémentaires sont prévues dans les semaines à venir. Après de longues négociations, la Russie a obtenu mi-décembre le droit de donner un stock d'armement conséquent aux forces centrafricaines malgré un embargo sur les armes imposé depuis 2013. La cargaison débarquée mercredi à l'aéroport international de Bangui Mpoko constitue la première tranche d'une livraison annoncée le 21 mai par la présidence russe. Les matériels sont destinés à équiper 8 bataillons, soit environ 2700 hommes des FACA formés par des instructeurs russes au camp militaire de Berengo dans le sud-ouest du pays.
Le président déchu, Oumar El-Béchir, qui a dirigé le Soudan durant 3 décennies, est arrivé lundi devant un tribunal de Khartoum où il doit être jugé pour corruption. Béchir, à 75 ans, détenu dans une prison de Khartoum, a été informé par le parquet qu'il faisait face à des accusations de possession de devises étrangères, de corruption et pour avoir reçu des cadeaux illégalement. Fin avril, le chef du conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, avait affirmé que l'équivalent de plus de 113 millions de dollars avait été saisi en liquide dans la résidence de l'ex-président à Khartoum. Le gouvernement espagnol a proposé ce dimanche 18 août d'accueillir d'Al Jazeera Sud le navire humanitaire de l'ONG Open Arms transportant une centaine de migrants face à l'inconcevable refus de l'Italie d'offrir un port d'accueil. L'ONG Proactiva Open Arms juge irréalisable de rallier le port proposé à cause de l'urgence humanitaire. Le navire se trouve actuellement face à l'île italienne de Lampedusa. Le ministère espagnol des Affaires étrangères a toutefois lancé parallèlement un dernier appel aux autorités italiennes pour qu'elles autorisent le débarquement des migrants, garantissant que ceux-ci seraient répartis entre pays européens. Et enfin, le 18 août, à Hong Kong, s'est déroulée la plus grande manifestation d'opposition au gouvernement local pro-Pékin depuis plusieurs semaines de mobilisation. Les manifestants ont bravé l'interdiction de la police sortant du périmètre autorisé. Plus de 1,7 million de nombre de manifestants selon certains. Les manifestants ont commencé à descendre dans la rue il y a 2 mois pour protester contre un projet de la loi hongkongais qui visait à autoriser les extraditions vers la Chine continentale et qui est désormais suspendue. Les autorités chinoises accusent en outre les États-Unis d'ingérence en faveur de ce mouvement. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction de Cherif La Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à nos téléspectateurs depuis l'Espagne. Muchas gracias para mirarnos. Hasta la mañana. À demain.